Dans la théorie de Piaget, on va voir l'évolution du développement cognitif de l'enfant par stade. Piaget décrit 4 stades de développement cognitif qui ont chacun des caractéristiques qui sont bien spécifiques et qui vont nous permettre de déterminer ce que l'enfant est capable de faire et ce qu'il n'est pas capable de faire. Donc, qui nous permet de déterminer ses habiletés cognitives. Pour Piaget, chaque nouveau stade apporte un changement qualitatif. Okay? C'est la notion, quand on parle de changement, dans le développement, il y a des changements qui sont quantitatifs, des changements qui sont qualitatifs. Piaget, lui, s'intéresse aux changements qualitatifs. C'est un petit peu comme l'idée des paliers. Okay? Donc, l'enfant va progresser comme s'il passait d'une marche à l'autre, d'une étape à l'autre dans son développement cognitif. Donc, on parle de changements qui sont discontinus. Discontinus au sens où il va avoir vraiment l'apparition d'une nouvelle capacité qui va amener de nouvelles habiletés. C'est quelque chose qui était absent avant et qui est présent maintenant. Okay? Donc, il ne s'intéresse pas à l'évolution continue, par exemple, le nombre de mots qu'un enfant va accumuler, mais vraiment à l'apparition de nouvelles caractéristiques, de nouvelles capacités de raisonnement qui vont révolutionner la façon que l'enfant a d'appréhender le monde. Puis évidemment, ça va venir teinter l'ensemble des dimensions du développement, donc essentiellement la dimension sociale et la dimension affective. Si on regarde ici les 4 stades, là, les âges, je les mets comme repères, mais selon les sources que vous consultez, ça peut varier là, de 1 an. Là. Donc, sensorimoteur, généralement, c'est de 0 à 2 ans. Certains enfants là, vont avoir plutôt la transition vers 18 mois, donc 1 an et demi, mais on parle donc autour de 2 ans. Le stade préopératoire de 2 à 6, même logique, 5-6 ans, on a la transition vers le prochain stade qui est le stade des opérations concrètes. Et finalement, à 12 ans, le stade des opérations formelles, qui est le dernier stade, selon Piaget, donc celui le plus élevé qu'on peut atteindre et que tous n'atteindront pas. Donc, c'est celui qui atteignent les adolescents s'ils ont une stimulation adéquate. On vous rappelle la notion de zone, pas de zone fractionnelle de développement, mais de période critique ou de période sensible. Donc, ça prend au bon moment les bonnes stimulations pour acquérir certaines notions. C'est le cas pour le stade des opérations formelles. Donc, il faut que l'enfant soit soumis à des stimulations adéquates, ce que les enfants ont là, dans un contexte nord-américain en allant à l'école secondaire. Donc, dans un contexte de scolarisation, les enfants qui se développent selon le développement typique vont tous atteindre le stade des opérations formelles. Maintenant, on a dit qu'il y avait un changement qualitatif, donc une nouvelle caractéristique à chaque stade, quelque chose qui n'était pas là et qui apparaît. Donc, chaque stade, jusqu'au stade des opérations formelles, va être caractérisé par une lacune et chaque stade suivant va être caractérisé par une nouvelle acquisition. Donc, le stade sensorimoteur est caractérisé par l'acquisition graduelle de la permanence de l'objet. À la fin du stade, donc vers 18 mois, 2 ans, il va avoir donc la maîtrise de la permanence de l'objet, donc l'acquisition complète de la permanence de l'objet, qui va donner accès à la fonction symbolique. La fonction symbolique est le signe qu'on est maintenant rendu dans la période préopératoire. La fonction symbolique, c'est les habiletés de pensée. Donc, c'est la capacité à se représenter sous forme de symboles les choses auxquelles on est confronté dans la vie externe. Donc, par exemple, de pouvoir désigner les choses par des mots, de pouvoir s'en faire une image mentale, donc de pouvoir garder en mémoire des informations. Ça repose sur la fonction symbolique. C'est pour ça que dans ces âges-là, dans le 2 à 6 ans, on va voir l'enfant commencer à utiliser des capacités de pensée. Par exemple, on va le voir commencer à utiliser l'imitation différée. Ça veut dire l'imitation différée dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'il a vu ce matin, disons qu'il a vu une émission avec un ours, mais en après-midi, il peut imiter l'ours parce que garder une trace mentale de cette information-là grâce à la fonction symbolique. On va le voir également dessiner, faire les jeux d'imitation, donc il va y avoir tous ces signes-là qui vont démontrer qu'il y a effectivement une activité mentale qui repose sur la maîtrise de symboles, donc d'images, de mots, etc. Puis il va y avoir un accroissement du développement langagier, bien évidemment, puisque pour pouvoir apprendre à parler, il faut maîtriser les mots, donc les étiquettes symboliques qui désignent les choses. Par contre, il y a aussi des incapacités qui sont associées avec le stade préopératoire. Ces incapacités-là sont liées avec une caractéristique qui vient limiter la pensée, qui est la centration. La centration, qui est la principale limite du stade préopératoire, c'est ce qu'on définit comme étant l'incapacité de l'enfant à prendre en considération
plus d'un aspect à la fois d'une situation. Donc, le fameux enfant qui joue à la cachette puis qui se cache en dessous de la nappe de la cuisine en ayant tout le reste de son corps qui dépasse et qu'on peut très bien voir. Pourquoi est-ce que lui, il pense qu'il est bien caché? C'est parce que sa pensée est limitée par la centration. Ce que lui voit, son propre point de vue, il ne peut pas s'en détacher pour essayer de se représenter mentalement ce qu'une autre personne pourrait voir de lui en le regardant. Okay? Donc, la capacité à tenir en considération deux objets à la fois dans sa réflexion, c'est la nouvelle acquisition des opérations concrètes. Donc, du stade des opérations concrètes, le 6-12 ans, la période qui va nous intéresser, c'est la décentration. Donc, maintenant, l'enfant, avec sa fonction symbolique, peut aussi accéder au point de vue de l'autre. Ça va changer, bien sûr, toutes sortes de choses au niveau socio-affectif, sur lesquelles on reviendra plus tard, mais si on reste strictement au point de vue cognitif, ça fait en sorte que l'enfant va pouvoir prendre en considération plus d'un aspect d'une situation. Fait que tout ce dans quoi il était limité, par exemple la conservation, au stade préopératoire, la pensée était caractérisée par la non-conservation, parce que l'enfant ne peut pas se représenter les substances dans deux états simultanément, parce que ça il est limité par la centration. Et maintenant, la pensée va être caractérisée par la conservation. Donc, l'acquisition, la maîtrise de la conservation, parce qu'il est maintenant capable de considérer deux aspects à la fois. La limite au stade des opérations concrètes, c'est que les opérations, justement, sont sur le concret. Okay? Donc, il peut faire des opérations sur des choses qu'il a déjà vues, des choses concrètes dans la vie, mais il ne peut pas, comme pourrait le faire l'adolescence, des opérations formelles, faire des opérations sur des hypothèses, sur des choses abstraites. Il ne peut pas, par exemple, réfléchir au concept de liberté, au concept de droits humains, d'égalité. Donc, ce sont des concepts qui sont trop abstraits. Okay? Donc, au niveau du 12 ans et plus, la capacité qui va être acquise, c'est la capacité à avoir une réflexion abstraite que l'enfant des opérations concrètes n'a pas encore. Okay? Fait que si on le mentionne, on ne verra pas le stade des opérations formelles, mais si on le mentionne, c'est pour que vous compreniez bien c'est quoi la limite du stade des opérations concrètes. Donc oui, je peux faire des opérations, mais elles doivent être concrètes et non pas formelles. Donc un synonyme, là, vous pouvez vous mettre, disons, une opération formelle, c'est une opération abstraite. C'est sur de l'abstrait, des concepts qui sont plus poussés d'un point de vue de l'abstraction, de la complexité, que l'enfant d'âge scolaire ne maîtrisera pas. J'aimerais insister ici sur la caractéristique la plus importante donc de ce nouveau stade de développement, celui des opérations concrètes. Cette caractéristique-là, la nouvelle capacité cognitive qui va révolutionner la vie cognitive de l'enfant, c'est la décentration. Je ne suis plus centré sur mon propre point de vue. Okay? Donc, ma pensée n'est plus caractérisée par l'égocentrisme. La décentration, c'est quoi? C'est la capacité à considérer plus d'un aspect d'une situation à la fois. C'est ce qui permet à l'enfant de prendre de la distance par rapport à ses propres perceptions pour pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre et se représenter son point de vue. La décentration va avoir un effet sur toutes les habiletés cognitives de l'enfant. Donc, ce qui n'était pas acquis auparavant va être acquis maintenant. Donc, si on regarde d'abord la conservation de la matière, un petit rappel, qu'est-ce que c'est que la conservation de la matière? C'est la capacité à comprendre que deux quantités restent égales si on n'ajoute rien et qu'on n'enlève rien, malgré un changement dans l'apparence. Donc, si par exemple, je regarde la fameuse conservation des liquides, si j'ai deux verres équivalents ici, mais que je transvide ce verre-là dans un verre plus étroit, mais là, ce que je vais avoir ici, c'est toujours la même quantité de liquide, sauf que le niveau en apparence, donc, va être différent. Fait que les enfants du stade préopératoire vont se laisser berner par ce changement, cette différence-là, puis vont croire qu'il y a plus de liquide dans celui-là. Okay? Donc, ils ne sont pas capables de considérer les deux aspects d'une situation. Quand on parle de conservation, c'est toute forme de matière, donc ce serait également la substance, le fait de changer la forme, la conservation du nombre, donc le fait de donner de l'espace entre les objets va donner l'impression à l'enfant qu'il y en a plus. La conservation de la surface, donc le fait de voir une plus grande surface ici, donne l'impression à l'enfant qu'il y a plus de gazon à manger pour la petite vache, alors que il a vu le déplacement, donc il a vu les 4 maisons qui étaient là et l'expérimentateur les a déplacées sous ses yeux.
Donc, il devrait être capable de faire mentalement l'opération pour revenir en arrière, mais il ne l'est pas parce qu'il est encore limité par la centration. Okay? Conservation de la longueur, ici, l'enfant va être concentré sur la locomotive qui est plus avancée et donc va penser que ce train-là est plus long. Fait qu'au stade préopératoire, on est caractérisé par la non-conservation de la matière. Ça va changer avec la transition au stade des opérations concrètes. L'enfant, donc, au stade des opérations concrètes, passe de la non-conservation à la conservation. Ça veut dire que maintenant, la conservation, il la maîtrise. Il y a 3 principes qu'il peut utiliser. Donc, il va en utiliser un ou l'autre. Okay? Éventuellement, il va maîtriser les 3, mais dès le début de la période du stade des opérations concrètes, il va en maîtriser au moins un, puis ça va lui permettre de comprendre la conservation. Fait qu'il y en a 3 qu'il pourrait utiliser. Le premier, c'est le principe d'identité. Donc, le principe d'identité, c'est la compréhension du fait que l'identité d'un objet, donc l'identité, la quantité, sa substance, son poids, etc., ne change pas si aucune opération, c'est-à-dire aucun retrait, aucun ajout, n'a été effectué sur cet objet. Fait que l'enfant va dire, ben oui, il y a la même quantité. T'sais, si par exemple on écrase une montagne de roches, ben l'enfant, au stade préopératoire, il dirait que oh, j'en ai moins parce que la montagne est moins haute. Okay? Par exemple, il pourrait dire j'en ai plus parce qu'il le regarderait de haut et il verrait que c'est plus large. L'important, c'est qu'il s'attarde juste à une dimension puis il ne comprend pas qu'il y a la même quantité. Alors, l'enfant du stade des opérations concrètes, qui lui a acquis la conservation, pourrait utiliser le principe d'identité et dire ben oui, il y a la même quantité de roches parce qu'on n'en a pas rajouté puis on n'en a pas enlevé. Okay? Donc, en utilisant ce principe-là, voilà, il serait capable de bien résoudre les tâches de conservation. Deuxième possibilité, principe de compensation. Compréhension du fait qu'un ajout dans une dimension peut être compensé par le retrait dans une autre dimension. Donc, notre enfant du stade des opérations concrètes pourrait utiliser le principe de compensation pour comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les 2 tas de roches en ayant la réflexion suivante. Donc, il pourrait dire ben oui, il y a la même quantité de roches parce que c'est vrai que la montagne est moins haute, mais en même temps, elle est plus large. Okay, vous voyez, il considère 2 aspects en même temps grâce à la décentration. Il n'est pas berné par juste un aspect des apparences, donc il arrive à comprendre qu'il y a la même quantité. Et enfin, le principe de réversibilité, compréhension du fait qu'une transformation peut se faire à sens inverse. Donc là, l'enfant dirait plutôt ben oui, il y a la même quantité de roches parce que j'aurais juste à reformer la montagne, puis ça serait pareil à nouveau. Les enfants au stade préopératoire, ils n'étaient pas capables de considérer en même temps le tas de roches, dans mon exemple, dans les 2 états. Fait que si on leur demande si je refais la montagne, est-ce qu'elle va être pareille? Ils vont dire oui. Mais si je leur demande OK, alors est-ce qu'il y a la même quantité dans les 2? Ils vont dire non, parce qu'ils voient qu'en ce moment, l'état physique de la montagne est différent et donc va assumer qu'il y a une différence dans les quantités. Okay? Au stade des opérations concrètes, donc, la conservation est acquise. Pourquoi? Parce que l'enfant utilise un des 3 principes qu'on vient de voir qui lui sont accessibles grâce à la décentration. Dans cette diapositive, vous voyez tout simplement les exemples que je viens de vous donner où on voit les réponses des enfants, selon le stade, au test de conservation des liquides. Donc, après avoir transvidé le liquide, on demande à l'enfant s'il n'y a plus de jus dans un des 2 verres. Donc, on a transvidé ce verre-là dans celui-là. Puis, alors que ici, l'enfant était d'accord pour dire qu'il y a la même quantité de liquide, maintenant, on lui demande s'il est encore d'accord. Au stade préopératoire, l'enfant était caractérisé par la non-conservation. Un exemple de réponse, ce serait il y a plus de jus dans le 2e verre parce que c'est plus haut. Donc, il regarde un seul aspect de la situation. 3 exemples de réponses au stade des opérations concrètes qui correspondent respectivement aux différents principes qu'on vient de voir à la diapositive précédente. Il y a la même quantité de liquide parce qu'on n'a rien enlevé ni rien ajouté. Il y a la même quantité de liquide parce que c'est en même temps plus haut et plus étroit. Puis, il y a la même quantité de liquide parce que si on transvide dans le premier contenant, il va être à nouveau de la même hauteur. Chaque changement de stade va se caractériser par une évolution au niveau du raisonnement. Donc, lorsqu'on était au stade sensorimoteur, il n'y a pas de raisonnement parce qu'on n'a pas encore acquis la fonction symbolique. Mais à partir du stade préparatoire, il y a un raisonnement qu'on dit transductif, c'est-à-dire que c'est un raisonnement qui est dit
non logique parce que il repose sur aucune association d'observation. Il n'a pas multiplié des observations pour pouvoir générer ces explications. Okay? Donc, un raisonnement transductif tente d'expliquer les événements. Donc, c'est une explication d'une relation de cause à effet, okay? Une cause et sa conséquence, en se basant sur une observation qui a fait une seule fois. Donc, deux événements qui sont souvent de façon fortuite arrivés ensemble vont être associés et associés dans la pensée de l'enfant par un lien causal. Donc, par exemple, quand je suis chez mamie, il neige. Bon, on sait bien qu'il n'y a pas de relation causale entre le lieu où on se trouve et la température, mais pour l'enfant, s'il est allé chez sa mamie, puis que c'était le premier jour, la première tempête de neige de l'hiver, ben c'est deux informations qui sont atypiques pour lui, puis qui vont donc demeurer associés. C'est la raison pour laquelle les enfants, des fois, peuvent se montrer obstinés dans certaines croyances. Donc, par exemple, pourraient refuser obstinément de mettre leurs bottes de pluie. Puis quand on creuse un peu la question, on apprend que l'enfant a des bottes bleues, puis que son ami à la garderie, quand il a mis ses bottes bleues, ben, il est tombé, puis tout le monde a ri de lui. Donc, les bottes bleues sont associées avec le fait d'être tombé. Fait que le fait d'avoir observé une seule fois, c'est ça qui va être important à retenir ici, on a observé une seule fois l'association entre deux événements, puis on la généralise. La différence avec le raisonnement inductif, qui va caractériser le stade des opérations concrètes, c'est que là, on va faire plusieurs observations. Okay? Donc, on va accumuler les observations, puis on va finir par en faire une généralisation. Fait que, par exemple, l'hiver, quand il neige, il fait moins froid. Fait que si à chaque fois qu'il neige dehors, vous vous rendez compte que c'est des temps plus doux, mais vous allez généraliser l'information. Fait que le raisonnement inductif part de l'expérience, comme dans le raisonnement transductif, sauf qu'ici, on a multiplié les observations. On a généralisé à partir de plusieurs observations, donc c'est un raisonnement qui est plus fiable. La limite de ce raisonnement-là, par contre, c'est qu'en se basant sur l'expérience, on ne peut pas être exhaustif. On ne peut pas avoir vu toutes les situations et donc on peut se tromper, on peut avoir des biais, faire des erreurs de raisonnement, par exemple. Le raisonnement le plus poussé, le plus avancé, c'est celui du stade des opérations formelles. Donc, je l'aborde juste pour que vous voyez en quoi est-ce que le raisonnement inductif est limité. C'est le savoir scientifique. Dans le fond, c'est le fait d'utiliser des faits scientifiques pour déduire des choses à partir de ce qu'on observe. Donc, puisqu'il neige, alors la température se situe entre moins 17 et 0. Pourquoi? Parce qu'au-dessus de 0, ça va être de la pluie, puis en bas de moins 17, ben, les cristaux de neige ne pourront pas se former, il fait trop froid. Donc, le fait de savoir cette information scientifique-là me permet de déduire, quand je regarde par la fenêtre, il neige, donc je sais environ quelle température il fait. S'il pleut, je sais qu'il fait plus que 0. Okay, ça, c'est du déductif, parce que je pars de l'information. C'est comme de dire, je sais pas, on va aller à notre chalet, par exemple, puis je me demande si je vais avoir des chevreuils, parce que chaque fois que je vais à mon chalet, je vois des chevreuils. Ça, ce serait inductif. Mais si, par exemple, mon ami avec qui je vais au chalet me dit, ben non, on verra pas de chevreuil parce qu'on est à tel mois de l'année, puis à ce mois-là, ils sont plus hauts dans la montagne, ben ça, ce serait du déductif, parce que lui, il part d'un savoir encyclopédique, scientifique, pour déduire quelque chose à propos de la situation. Okay? Alors que moi, je pars de mon expérience. C'est ça la différence entre les deux, le raisonnement le plus fiable étant bien sûr le raisonnement déductif. Je vais vous introduire ici à la notion d'inclusion des classes. Donc, avant d'y aller avec la définition, on va y aller avec une petite démonstration plutôt simple. Si je vous demande ici de nommer, donc disons qu'on a 3 regroupements, 1, 2, 3. Si je vous demandais de donner un titre à chacun des regroupements, de donner un nom à chacune des catégories, qu'est-ce que ce serait? Donc, pour la première, ici, on pourrait dire que c'est la catégorie des chats. Pour la deuxième, on pourrait dire que c'est la catégorie ou la classe des félins. Et finalement, pour le dernier, on pourrait dire que c'est la catégorie des animaux. Donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'il y a différents types de catégories. On le sait, il y a des catégories d'objets, de livres, de meubles, ça on le sait.
Mais la notion d'inclusion des classes, ce que ça veut dire, c'est que les catégories ont une relation hiérarchique entre elles. Okay? Donc, les catégories ont une relation hiérarchique entre elles. Encore une fois, on va y aller avec une démonstration. Donc, si je vous demande, par exemple, le chat fait partie de combien de ces catégories? Vous allez me dire 3. Okay? Le chat est à la fois un chat, un félin et un animal. Maintenant, si je vous dis le lion fait partie de combien de catégories? Vous allez me dire 2, des félins et des animaux. Okay? Donc, ce que ça veut dire, c'est que tous les chats sont des félins et sont des animaux. Mais tous les félins ne sont pas des chats. Il y a les lions, les panthères, il n'y a pas juste les chats. Et tous les animaux ne sont pas des chats. Okay? Donc, là, ça va être mon petit curseur. Et donc, c'est ça l'inclusion des classes. C'est le fait que un item ou un objet ou un animal d'une catégorie subordonnée, donc d'une plus petite catégorie, va faire partie des autres catégories, mais que la relation inverse, elle, n'est pas vraie. Okay? Donc, si on y va avec la définition, l'inclusion des classes correspond à la relation entre les classes d'objets, c'est-à-dire le fait que les items compris dans une classe subordonnée, ici les chats, seront aussi compris dans les classes d'ordre supérieur, okay? Mais que la relation inverse n'existe pas. Pour pouvoir voir si l'enfant a acquis l'inclusion des classes, il y a des tests qui existent dans lesquels on va les questionner, on va les challenger pour voir s'ils sont capables d'utiliser cette notion-là pour répondre adéquatement. Donc, l'acquisition de l'inclusion des classes repose sur la capacité à comprendre qu'il existe des relations hiérarchiques entre les classes. Donc, par exemple, pommes versus fruits. Toutes les pommes sont des fruits, mais tous les fruits ne sont pas des pommes. Et le fait de considérer qu'un objet peut appartenir en même temps à 2 catégories de niveaux hiérarchiques différents. Les pommes peuvent être à la fois dans la catégorie pommes et dans la catégorie fruits et dans la catégorie nourriture. Okay? Donc, pour pouvoir résoudre un test d'inclusion des classes, il faut pouvoir considérer simultanément 2 caractéristiques d'un même objet. Fait que là, quand je vous dis ça, vous devriez tout de suite penser à centration, décentration. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au stade préopératoire, l'enfant ne sera pas capable de résoudre ces tâches-là parce qu'il ne sera pas capable de considérer un objet dans 2 catégories, alors qu'au stade des opérations concrètes, il va être capable. Donc, je vous montre la fameuse tâche. On va poser une question de ce type. On va montrer un regroupement comportant différents items. Ici, ce serait un bouquet de fleurs. Donc, qui comporte 2 types de fleurs, des roses et des marguerites. Puis, on va demander à l'enfant, dans ce bouquet, y a-t-il davantage de marguerites ou davantage de fleurs? Donc, qu'est-ce que vous pourriez répondre à ça? Est-ce que si vous regardez le nombre d'items dans le bouquet, est-ce qu'au total, il y a plus de marguerites ou il y a plus de fleurs? Bien sûr, il y a plus de fleurs parce que les marguerites font à la fois partie de la catégorie marguerite. Donc, marguerite, il y a 5 items. Et de la catégorie fleurs dans lesquelles on doit compter aussi les roses. Donc, il y aurait 8 items. Et c'est donc des fleurs la bonne réponse. Au stade préopératoire, les enfants vont dire les marguerites. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont compté toutes les marguerites, les 5 marguerites, mais ils ne peuvent plus les considérer une deuxième fois parce qu'ils ne peuvent pas considérer 2 aspects en même temps. Fait qu'ils vont les comparer à quoi? Aux roses. Donc, ils vont dire, ben, il y a plus de marguerites parce qu'il y a 5 marguerites puis il y a 3 roses. Ils ne sont pas capables de considérer simultanément les marguerites comme faisant partie de la catégorie marguerite et comme faisant partie de la catégorie fleurs.